Bienvenue donc pour cette nouvelle séance du séminaire Edukiwium qui sera consacrée à une problématique qui nous tient à cœur dans ce séminaire et que nous avions déjà d'une certaine manière abordé lors de la première séance en janvier. Mais d'un autre point de vue, c'est la question un peu du rapport en fait entre théorie et pratique dans le cadre du questionnement sur la citoyenneté. Et aujourd'hui, la séance sera plus précisément consacrée aux théories et aux pratiques de l'éducation à la citoyenneté, donc à la question de la formation du citoyen et notamment en milieu scolaire. Et dans cette optique, nous sommes ravis d'accueillir ici donc à Berlin au centre Marc Bloch, Céline Chauvigné et Daniela Heimpel, que je vais présenter dans quelques minutes. Mais avant cela, je souhaiterais juste préciser quelques éléments sur l'organisation de la séance. Donc, nous allons d'abord entendre Céline qui parlera 45 minutes à peu près sur le thème des questions socialement vives. Donc, le titre de ta présentation, Céline, c'est les questions socialement vives vers un renouveau dans une formation du citoyen en milieu scolaire, point d'interrogation. Et ensuite, nous prendrons quelques minutes pour discuter avec Céline de sa présentation, de sa conférence. Et ensuite, après une courte pause de 5 à 10 minutes, nous entendrons Daniela Heimpel pour un exposé intitulé « Comment former le citoyen vers un modèle d'éducation démocratique ». Et ensuite, nous prendrons également quelques minutes pour discuter à la fois la conférence de Daniela et tenter aussi de mettre en relation vos deux conférences si cela est possible. On essaiera de faire une synthèse aussi avec Tristan. Donc, je présente Céline tout d'abord qui va parler la première. Donc, Céline Chauvigné est maître de conférence HDR en sciences de l'éducation à l'INSPE de Nantes, où elle est responsable de la mention encadrement éducatif. Elle est membre du CREN, le Centre de recherche en éducation de Nantes, dont elle dirige l'axe consacré aux questions socialement vives et à la transmission des valeurs. Ses recherches portent sur les alternatives éducatives en milieu scolaire, sur l'éducation à la citoyenneté et le sens, les usages et les postures dans l'approche de l'éducation à. En 2018, Céline a publié un ouvrage intitulé « Émanciper, une visée émancipatrice de l'éducation a-t-elle toute sa place à l'école de la République ?» En 2020, avec le philosophe Michel Fabre, elle a dirigé l'ouvrage collectif L'éducation et les Lumières, enjeux philosophiques et didactiques contemporains chez Raison et Passion. Et en 2022, presse universitaire Rouen-Le Havre, l'ouvrage intitulé La vie scolaire, une histoire singulière au sein du système éducatif, donc un ouvrage dans lequel elle s'interroge sur le caractère singulier de la vie à l'école et sur ses enjeux en termes de socialisation et d'émancipation des citoyens. Et aujourd'hui, donc, Céline Chauvigné va évoquer avec nous la problématique des éducations à et des questions socialement vives pour s'interroger sur leur capacité à renouveler la réflexion autour de la citoyenneté au sein de l'école française. Donc, je lui laisse maintenant la parole. D'accord, merci beaucoup. Alors tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement à la fois Mewen ici présente et Tristan Coignard qui organise d'une part toute cette série de conférences qui me semble indispensable sur cette thématique de la citoyenneté compte tenu des problématiques et des défis aujourd'hui que nous avons de par l'actualité. Et puis de m'inviter à aussi présenter ce regard un peu spécifique sur les questions socialement vives qui, comme tu l'as rappelé, constitue notre travail de fond en termes de recherche au niveau du Centre de recherche en éducation à Nantes.
Voilà. Alors, je vais tenter en 45 minutes de partager avec vous, on va dire, mon espoir dans la mise en œuvre des questions socialement vives comme un renouveau possible d'une formation du citoyen dans le sens politique du terme, au niveau en milieu scolaire. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a une émergence de problématiques, le climat, la pauvreté, la menace des démocraties, et cela réclame aujourd'hui une urgence de l'agir, qui est poussée par les jeunes générations à vouloir changer le monde. On a le cas de Greta Thunberg, par exemple. Donc, ces jeunes générations interpellent directement les pouvoirs publics et leurs responsabilités. Et ça marque vraiment un tournant dans l'engagement de la jeunesse à participer à la construction du monde. Donc, ce contexte n'est pas sans influence sur les politiques publiques éducatives et en particulier les curricula scolaires avec des perspectives qui évoluent ces dernières années, et notamment par l'injonction des éducations A qui sont traversées par des questions socialement vives. On reviendra un petit peu sur cette terminologie. Et en quelque sorte, cela vient questionner les savoirs épistémologiquement situés, et ça suscite une réflexion sur les valeurs. Et jusqu'alors, c'était peu pris en compte en fait dans le système éducatif français. Je repositionne quand même. Donc, nous faisons l'hypothèse que le traitement des questions socialement vives à l'école permet un renouvellement de cet objet au-delà de la connaissance classique des institutions et des droits et des devoirs. Il y aurait derrière ça une possibilité d'éducation politique comme élucidation critique des problèmes qui concernent le commun et qui sont l'objet de controverses publiques. Donc, pour ce faire, mon propos sera en 3 volets. Le premier permettra d'avoir un regard critique et de poser, on va dire, les bases d'une conception d'éducation à la citoyenneté historiquement située en France, avec des glissements sémantiques. Le deuxième point, il s'agira de questionner les fondements philosophiques de ces injonctions et d'interroger la neutralité axiologique dont ce type d'enseignement ou d'éducation se réclame. Et puis enfin, il s'agira de nous attarder un peu plus sur ces questions socialement vives pour penser une nouvelle forme de réflexivité et d'engagement dans une éducation aux politiques. Alors, c'est bien à distinguer de l'éducation politique ou partisane. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais on verrait derrière ça une façon de lutter contre le relativisme ambiant. Merci beaucoup. et sans toutefois sacrifier au moralisme. Et on verrait dans l'école vraiment un milieu éducatif qui pourrait, par cette approche, ouvrir la possibilité d'une émancipation renouvelée. Donc, dans le premier point de mon propos, l'éducation à la citoyenneté liée à une certaine conception de l'école, il faut savoir qu'en France, l'idée éducative est issue de l'école chrétienne et qu'elle constitue la structure sous-jacente du système dans son entier et dans sa forme sécularisée. Alors, il y a 3 composantes: unité de lieu, de temps, d'esprit, une éducation intellectuelle, une éducation morale qui est pensée comme une conversion. Et il s'agit derrière ça de prétendre à la fabrication d'un être dont l'esprit serait orienté à la fois par l'instruction et l'éducation, mais pour atteindre un idéal humain. Donc, ce processus de conversion, on l'a chez Durkheim, qui explique que ce processus comme un mouvement profond par lequel l'âme tout entière, se tournant dans une direction toute nouvelle, change de position, d'assiette et se modifie par suite son point de vue sur le monde. Donc, on voit bien qu'il y a cette idée de transformation.
Alors, dans cette école, pardon, excusez-moi, il y a derrière l'idée d'un peuple unifié, hein, et donc d'une socialisation méthodique de la jeune génération. Hein. C'est en ces termes que Durkheim pose la notion de conversion. Donc, c'est un certain conditionnement, hein, qui est mis en place au travers de cette éducation à la citoyenneté au moment de la naissance et de la confirmation de cette école de la République. Donc, on est bien au niveau de cette école dans cette idée d'introduire une instruction morale et civique qui serait donc un levier pour régénérer le peuple et nationaliser les comportements. Donc, cette composante morale, elle est faite dans un esprit de discipline qui mènerait à conduire les jeunes générations à l'obéissance et à l'apprentissage du devoir. Donc, cette discipline est adossée à l'attachement, on va dire, du groupe social et en particulier à la patrie. Donc, il y a cette idée de conscience collective donc l'idée un peu derrière que même si l'école est sécularisée, on aurait le religieux sans la religion, pourrait avancer donc Michel Fabre, qui fait le titre d'un très, très bel ouvrage. Alors, on voit bien que dans ce contexte, l'école de la République pose les bases d'un système très codifié, transmettant des valeurs et des attitudes dans un rapport hiérarchique où le maître donne le ton. Donc, l'éducation, c'est quelque chose qui est inséparable de la politique. Comme le dit Reboul, hein, c'est-à-dire de la vie de la cité, des rapports économiques et sociaux qui la constituent et de la forme de son gouvernement. En effet, d'une part, toute éducation dépend d'une option politique et d'autre part, l'éducation elle-même n'est pas neutre. Donc, on en a ici la parfaite illustration. On voit bien, hein, qu'il y a une certaine conception idéologique de l'éducation à la citoyenneté au service de l'ordre et de l'État. On aurait en ce sens une citoyenneté patriote elle est de part en part politique, même si elle revendique une neutralité religieuse dans le cadre laïque. Donc, cette éducation à la citoyenneté, elle est républicaine, mais non démocratique, étant donné que la forme scolaire impose un rapport à l'autorité et à la hiérarchie, et ça ne permet pas véritablement une participation de l'élève dans ce processus. Donc ça, je dirais, c'est la première période de l'installation scolaire de l'éducation à la citoyenneté au niveau de la Troisième République. Après cette première installation, je dirais qu'il y a deux périodes qui vont suivre vers une citoyenneté beaucoup plus sociale. En effet, hein, cette citoyenneté patriotique de la Troisième République va être un petit peu oubliée au moment où on va être au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On va être dans une période, on va dire, de croissance. Et donc, cette citoyenneté, elle va être plutôt dirigée vers des enseignements d'initiative à la vie sociale et économique, hein, puisqu'il n'y a pas de... d'enjeux politiques à ce moment-là. Donc, c'est une courte parenthèse, puisque après les années 80, qui correspond à la période post-massification de l'école, on voit une école qui est donc investie par de jeunes générations plus hétérogènes, qui ne connaissent pas forcément les codes de l'école. On a un environnement économique plus difficile et on a davantage de violence ou d'attitudes individualistes qui apparaissent. Donc, on va dire qu'après les années 80 jusque dans les années 2000, c'est la seconde période, on a l'idée sur le plan scolaire
de réinstaurer une éducation civique chargée de combler l'absence de repères partagés dans un monde plus libéral et une éducation civique qui est aussi très appuyée sur le vivre ensemble, hein, puisqu'on vient de parler de contextes qui se délitent et de générations qui sont un peu plus individualistes. Et donc, on voit apparaître une citoyenneté beaucoup plus sociale et beaucoup plus instrumentale. Alors, je dirais que d'une certaine manière, la morale que nous avions décrite tout à l'heure, elle se mue ici en espace régulateur. On va voir les établissements scolaires se doter d'espaces régulateurs, hein, avec des instances, des élèves délégués, représentants, des espaces fédérateurs avec des projets, et tout ça sous contrôle de l'établissement et des adultes pour y parvenir. Donc on est bien toujours dans cette idée qu'avançait Durkheim de semer des germes qui, une fois qu'ils y ont pris racine, tendront à se développer d'eux-mêmes. Donc il y a toujours cette idée, hein, voilà, l'école a du mal à se défaire de son histoire. Il y a toujours cette idée de guider quand même la jeunesse et d'avoir un contrôle, même si dans l'intervalle, on peut proposer des espaces régulateurs. La troisième période, elle est de 2005 à 2015. On est sur la période de l'éducation à la citoyenneté qui est fondée sur un socle commun avec l'éducation aux valeurs, qui se caractérise par le renforcement informatif, par les programmes, le renforcement normatif, par le vivre ensemble, et on commence à voir poindre le renforcement argumentatif avec une petite ouverture au début de 2005-2006, ce socle commun qui, parmi les compétences, met en lumière pour la première fois les compétences sociales et civiques. Alors, cette petite ouverture, elle va s'affirmer avec une période contextuelle sombre qui est celle des attentats de 2015, qui vont, ce moment tragique va être l'occasion pour les politiques éducatives de réaffirmer les valeurs de la République et le sentiment d'appartenance. Donc, on va avoir à nouveau cette idée voilà, de République à défendre et à maintenir. Et dans le même temps, cela va être complété par une approche éthique et critique avec le parcours citoyen. Et dans ce parcours citoyen, nous avons l'enseignement moral et civique. Donc, il y a à la fois cette recherche d'unité, hein, pour la façon dont on pense cette citoyenneté, et puis il y a, pour assurer la paix sociale, mais épouser les valeurs de la République, et en même temps, on essaye d'offrir des possibilités avec l'enseignement moral et civique sur des questions un peu plus débattues, un peu plus argumentées. Mais on reste, somme toute, dans une citoyenneté d'adhésion où l'école serait une instance salvatrice dans un processus global de conversion, orientant les élèves dans un sens défini, non pas seulement pendant l'enfance, dirait Durkheim, mais pour la vie. Donc, on voit bien dans ce système éducatif qu'il y a un tiraillement très fort entre, d'un côté, des formes très, on va dire, régulatrices, comportementales, et des formes émancipatrices. D'un côté, un socle commun unifié, une culture commune unifiée, puis de l'autre côté, cette recherche, malgré tout, d'autonomie, timide, mais elle est là, et le développement d'une certaine responsabilité. Ce qui change un petit peu les choses aujourd'hui, c'est que dans la période plus récente de ces dernières années, c'est que l'école est en pleine mutation. Elle est en pleine mutation, encore une fois, par des contextes qui viennent la bousculer.
Alors, je dirais qu'il y a, à mon sens, 4 grandes orientations qui viennent bousculer l'école, 4 ou 5 d'ailleurs. On a d'un côté des contextes qui se complexifient, mais en même temps, on a une porosité entre les questions de société et les savoirs scolaires. C'est ce qui va faire émerger dans le système éducatif ces éducations A, les éducations à la santé, les éducations au développement durable. Voilà, il y en a pléthore actuellement. Et puis, à l'intérieur de ça, on va avoir des questions socialement vives. On va y revenir en termes de définition. Alors, questions socialement vives, c'est des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. La pandémie, la laïcité, le climat, voilà. Et donc, tout cet ensemble vient un peu bousculer l'école dans sa forme traditionnelle. Le deuxième mouvement qu'on va avoir, c'est l'expression de la jeunesse et l'expression de la société dans son ensemble. C'est-à-dire que si on prend la jeunesse, elle s'exprime sur des questions identitaires, sur des questions écologiques. On voit bien le phénomène Greta Thunberg. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Et donc, ils interrogent directement les pouvoirs publics et leurs responsabilités. Alors, on a les lanceurs d'alerte comme Greta Thunberg, mais aussi on a d'autres mouvements. Alors, les ZAD, par exemple, où on a des mouvements comme ça contre-démocratiques, on va dire des nouvelles formes de participation ou de pouvoir nouveau, comme dirait Rosan Vallon, donc qui viennent perturber, on va dire, l'école, parce que ces sujets-là sont à l'intérieur de l'école avec leur inquiétude autour de ces problématiques. Un autre point qui vient modifier un petit peu l'école, c'est la méfiance un peu générale qui s'installe envers la technocratie et la venue dans l'espace public de problèmes que sont l'aménagement du territoire, les politiques industrielles, les politiques écologiques, les politiques de santé. Et puis, il y a, fort de ces contextes-là, on a aussi le développement de politiques internationales. Si je reprends la question climatique et la transition écologique, on voit bien que l'ONU propose des programmes à l'horizon 2030 et ça pousse les politiques nationales et les politiques éducatives à agir. Donc, cette porosité-là vis-à-vis de l'école s'installe et ce qui va faire, selon nous, pression sur l'école dite traditionnelle, puisque cette école, elle ne parvient plus à s'imposer comme référence légitime, dirait Charlot, et ça vient bousculer d'une certaine manière la forme scolaire. Donc, dans toute cette mutation, la question est bien de savoir finalement qu'est-ce que nous souhaitons transmettre aux jeunes générations présentes et à venir, sur quel contenu, sur quelle méthode, sur quel modèle culturel, quelle intelligence au monde développé, quelles possibilités de décision on peut octroyer à ces jeunes générations qui occupent l'espace scolaire. Donc, pour conclure cette première partie, on voit bien que l'éducation à la citoyenneté, c'est un objet politique susceptible d'agir sur les masses, qui est lié aux événements qui est lié aux événements qui nous entourent. On voit bien que par ces événements, il y a des glissements sémantiques et une évolution à la citoyenneté qui prend des orientations plus ou moins appuyées sans se défaire de son origine, qui est celle de vraiment faire corps et unité dans un ensemble. Et donc, on a bien, on va dire, sur la période, cette idée d'une citoyenneté d'adhésion qui oscille
entre morale et éthique, hein, dans son acception ricoeurienne, et que l'idée est de toujours fédérer autour d'une identité partagée. Donc, ces récentes inflexions, elles se traduisent dans les programmes sous les éducations A et les questions socialement vives. Alors, ce qui se passe, si on veut faire un éclairage sur l'engagement et les questions socialement vives, donc depuis les années 80, il y a cette prolifération des éducations A dans les curricula. Ce sont des formes, on va dire, adisciplinaires et transversales, et qui viennent un petit peu bousculer la forme scolaire constituée de disciplines hiérarchisées, hein, et coupées. En France, on a bien les mathématiques, le français, l'histoire-géographie, etc. Et là, on a, on va dire, une entrée qui balaye d'une certaine manière cette hiérarchisation et qui est davantage ancrée sur des valeurs éthiques et politiques, et qui se base sur des pratiques de référence plutôt que sur des savoirs savants. Et donc, ça interroge à la fois les pratiques des enseignants et des éducateurs, hein, mais également leur posture, puisque l'idée de l'école française est basée sur l'idée d'une école neutre. Alors, c'est d'autant plus, on va dire, important que si on prend, par exemple, je reviens à ma question climatique, je vous ai mis là un extrait sur l'éducation au développement durable. On voit bien, hein, qu'on cherche derrière ces éducations A et ces questions socialement vives, on cherche à développer une démarche pragmatiste, hein, avec l'idée que seraient mêlés les problèmes du commun et donc du politique, et qu'à partir de là, ça nécessite un engagement, hein, la citation parle d'elle-même, il s'agit de mobiliser de manière efficace et pérenne pour trouver des solutions pour envisager les évolutions profondes des comportements individuels et collectifs dans un horizon. Hein. Donc, il y a derrière ça, on va dire, deux choses. À la fois, cette idée de vouloir, comment dire, faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et un changement des positionnements, hein, ce qui pourrait être interprété comme l'enseignement de bonnes pratiques, hein, donc on serait toujours dans la conversion durkheimienne, où on peut penser les choses un peu différemment et donc avoir et voir à travers ces questions socialement vives une dimension démocratique, avec la démocratie comme pratique pédagogique et comme pratique éthique. Donc, je dirais que les questions socialement vives, par leur caractère même, hein, socio-épistémologique, et leur politisation des problèmes, ont d'une certaine manière tous les ingrédients pour permettre un support de réflexion, puisqu'elles mobilisent des domaines diverses, hein, des disciplines scolaires, un champ social, un champ politique, un champ économique. Elles font appel à une hétérogénéité de discours avec des points de vue et des croyances, et puis des méthodes d'investigation appuyées sur le débat ou sur une dynamique dialogique comme méthode pédagogique. Donc, l'idée derrière ça, maintenant qu'on a un matériau possible, c'est de savoir comment on peut mettre en cohérence
cet idéal démocratique et la forme pédagogique qui lui correspond. Alors, pour répondre à cette question, selon nous, l'élève ne saurait être mis à l'écart de cette émancipation collective et rester dans une tradition scolaire distinguant le politique, le social et le privé. C'est la vision arendtienne. Dans un monde où le savoir n'est plus l'exclusivité de l'école, et par le développement des sources, on a vu des réseaux sociaux, etc. Donc, à notre avis, il est bien difficile de tenir les élèves à l'écart de ce monde qui bouge, étant donné que la vérité scientifique ne s'impose plus d'elle-même. Il faut essayer donc de se saisir de ces nouveaux objets pour avoir une approche active et critique possible et dans une dimension, on va dire, démocratique. Alors, les questions socialement vives sont, de par leur nature, on va dire, pédagogique, un socle possible pour une éducation à la citoyenneté, puisqu'elles sont basées sur les controverses, controverses qui ont été développées par Latour. Cela signifie qu'elles offrent un outil d'orientation pour les élèves dans un monde qui est incertain, et ça leur donne la possibilité d'être en position d'enquêteur et sur des sujets qui sont complexes, donc ils sont en situation de co-recherche. C'est la terminologie de Latour, et l'enquête, on la trouve en écho chez Dewey. Cette idée donc que les élèves pourraient faire l'expérience continue des apprentissages scolaires et de la vie. Et donc, l'enquête serait une méthode, comme dirait Dewey, pour créer sans cesse une expérience plus libre et plus humaine que tous partagent et à laquelle tous contribuent. Donc, on est bien dans cette idée, avec les questions socialement vives, d'une démocratie comme mode de vie. Et cela permet, selon nous, en tout cas, ça donne l'opportunité aux élèves de repérer en fait les diverses positions des acteurs. Par exemple, si on prend la question du climat avec le glyphosate, ça permet de savoir quels sont les acteurs, quels sont les intérêts des acteurs, les représentations, les divergences, les jeux d'alliance. Et donc, on serait dans une enquête, on va dire, sociale pour problématiser ces controverses, et on mettrait les élèves, du coup, dans une attitude de procognition, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, où on est plutôt dans des enseignements sur une acceptation de ce qui est déjà là. Donc, on mettrait selon nous, les questions socialement vives permettraient d'à la fois de mettre les élèves en débat d'expertise, débat de contre-expertise, une défense d'arguments, et de discuter la parole légitime. C'est d'ailleurs ce que dit très justement Joël Zask, la participation politique n'est pas l'unique manière pour une humanité de se réaliser, mais elle est le moyen de restaurer ses chances d'individualisation et d'initiative. Donc pour nous, les questions socialement vives demeurent donc une immersion dans l'expression des différences et des différents, qui serait un enrichissement culturel. Donc nous sommes plutôt sur une position à la Dewey, dans une démocratie comme mode de vie, dans une coopération donc mutuelle, permettant donc, Dewey dit, la croyance en la capacité de l'expérience humaine à générer les buts et les méthodes qui permettront à l'existence ultérieure d'être riche et ordonnée. Donc il s'agit bien ici, par les questions socialement vives, d'avoir l'expérience du conflit
dans le sens de dispute intellectuelle, comme un moyen de subjectivation politique, ce qu'on peut voir chez Rancière ou chez Foucault. Donc, ce serait le moyen d'offrir, en tout cas, la possibilité de capacité d'appréhension globale de problématiques du monde, de délibération et de renforcement d'une autonomie pour agir, une autonomie dans le sens défini par Renaud, hein, de communauté de citoyens s'accordant sur des valeurs communes. Donc, on voit bien dans ce que je vous dis, il faut certes une connaissance de l'héritage historique institutionnel des droits et devoirs dans la tradition arendtienne, mais ça ne suffit pas pour nous. Il faut également une culture fonctionnelle dans une continuité avec la vie pour prendre part à l'auto-transformation de la société. Et c'est cette double inscription qui nous semble être présente ces derniers temps dans les instructions officielles. Je vous mets d'ailleurs l'en-tête de l'enseignement moral et civique des programmes qui insistent, en tout cas dans on va dire la circulaire, sur l'idée d'acquisition de connaissances, de compétences nécessaires pour vivre et s'insérer dans la société, et celui où se mettent en place des pratiques et des habitudes permettant à chaque enfant et adolescent de devenir un citoyen libre, responsable et engagé, habitant d'une planète commune. Donc, cela me fait dire que, et c'est mon troisième propos, mon troisième temps de ma présentation, je ne sais pas combien de temps il me reste, cela me fait dire qu'au-delà de la démocratie comme outil, outil pédagogique, la démocratie est aussi la possibilité d'un apprentissage actif des savoirs et des valeurs qui peut se comprendre comme un choix éthique. Et donc, nous partageons l'idée qu'a très bien exprimé Christophe Point, l'idée selon laquelle les hommes résoudront mieux leurs problèmes communs ensemble que seuls, chacun dans leur coin, et déléguant leur participation à un autre. Donc, on est bien ici, selon nous, dans l'apprentissage des questions socialement vives, dans une contribution de développement de capacités d'agir, de repérer, de parler, réfléchir, argumenter, de décider de manière responsable et la plus juste possible. On a cette idée aussi que l'on retrouve chez Ricoeur du politique comme lieu d'excellence, d'accomplissement des potentialités humaines. Donc, dans le cadre de la classe ou dans le cadre de l'établissement, ces espaces nous semblent donc pouvoir être une possibilité de développement d'un citoyen éclairé. Et cette façon de voir nous conduit à déplacer la posture traditionnelle de l'enseignant ou de l'éducateur qui était initialement axée sur l'enseignement des savoirs comme des vérités. Donc ici, on a selon nous des formes plus ouvertes d'apprentissage comme l'enquête et l'expression collective qui sont des sortes d'expériences avec et par les autres dans une autonomie individuelle et collective. Et là encore, je rejoindrai le propos de Christophe Point. Croire en la démocratie revient à croire au caractère éducatif de l'expérience partagée. Alors, et ce, donc, pour une émancipation individuelle et collective. Alors, pour ce faire, il est nécessaire de considérer la forme scolaire comme la vie, comme une vie. Et ceci n'est pas chose aisée dans
on l'a dit, une école très, très codifiée. Mais dans la perspective qui est la nôtre, la formation du citoyen exige d'instituer un milieu propice à son émergence. Donc, ça nécessite à repenser la forme scolaire traditionnelle et de penser son ouverture sur la vie, dans le sens donné par Henri Louigaud. Et donc, à ce titre, si vous voulez, l'enseignement des questions socialement vives répond à ce critère de rapprochement de l'école et de la vie en tentant, dans une approche réflexive et critique, d'aborder les problématiques contemporaines du monde et d'en recueillir les savoirs nécessaires à une émancipation dans des formes pédagogiques plus souples, liant à la fois l'éducation formelle et l'éducation non formelle au service d'une éducation globale. Donc, on est bien dans cette idée d'espace de socialisation et de vie, que ce soit dans ou hors la classe. Il y a bien cette idée de milieu de vie, et là, je m'appuierai sur le milieu de vie dans le sens donné par Henri Louigaud, c'est-à-dire l'ensemble des institutions qui forment la collectivité, qui instituent le commun de cette collectivité en pénétrant la pensée de ses membres et en constituant leur identité. Donc, il s'agit bien, à travers ces propositions, d'instituer un rapport au monde, de faire l'expérience de la vie sociale et avoir le soutien et la vigilance des adultes et non pas le contrôle des adultes. Donc, et là encore, je rejoindrai Ricoeur qui dit « Sans médiation institutionnelle, l'individu n'est qu'une esquisse d'homme. Son appartenance à un corps politique est nécessaire à son épanouissement humain. » Alors, même si nous avons beaucoup d'espérance, il faut essayer de dépasser les bonnes pratiques et de voir comment, effectivement, dirait Ricoeur, comment éduquer à l'adhésion critique des citoyens qui sont dans la situation de ne jamais pouvoir engendrer à partir d'eux-mêmes le politique. Alors, trois petites choses. D'une part, il serait nécessaire de garder une perspective de politisation des sujets dans l'approche des questions socialement vives, puisque leur nature fait que ça incite au débat et à l'argumentation. Il serait également nécessaire de démocratiser donc les espaces, excusez-moi pour la coquille sur le PowerPoint, dans un souci donc de réflexion du monde commun. Et puis, on ne peut pas être citoyen si on ne commence pas à éprouver le monde. Et ça, c'est voilà, je n'irai pas dans la pensée arendtienne. Il faut qu'à un moment donné, on puisse, nous, en tant qu'école, sensibiliser les jeunes générations à être responsables, à se soucier du commun, à s'impliquer entièrement comme sujet de droit et ayant droit à la parole et à l'initiative en classe ou dans l'établissement. Donc, juste un point de conclusion. Je ne vais pas refaire toute la conclusion, mais je pense que dans le monde qui est le nôtre, avec ces incertitudes de plus en plus nombreuses, et puis où l'impolitique et la contre-démocratie, dans le sens donné par Rosan Vallon, sont présentes, l'école doit plus que jamais prendre sa part dans une éducation aux politiques et instaurer des formes nouvelles pour y parvenir afin d'aider les élèves à appréhender de façon globale les problèmes liés à l'organisation du monde commun. Voilà, je vous remercie.